Donc, ce que je montre, c'est qu'ils acquièrent progressivement des ressources collectives et notamment une capacité à parler au nom du collectif. Donc ça, c'est important, c'est qu'ils vont apprendre à être les porte-parole du collectif, alors qu'ils peuvent venir sur des motifs très personnels et au départ, donc c'est notamment le cas de Nicolas lors de ses premières réunions. Donc Nicolas, le nouveau secrétaire du syndicat, au début, par exemple, il dit je. Et Philippe, l'ancien qui est toujours là pour assurer la transition, il ne dit pas je. Il ne faut pas dire je, notamment lorsque tu parles de ce que tu dis lors des réunions avec la boîte, c'est nous, tu représentes le collectif. Il y a un syndiqué qui refuse une prime individuelle, il dit non, c'est pas toi de manière personnelle, c'est au nom du syndicat, donc pas d'attitude personnelle. Donc il y a tout un apprentissage à être les porte-parole d'un collectif et à dépersonnaliser son action propre, mais également le travail d'opposition aux ennemis. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attaquer au patron d'un point de vue personnel, mais autant qu'il représente l'établissement et qu'il applique une politique qui est néfaste. Ce n'est pas sur le côté personnel. Donc c'est notamment le cas, donc là je peux l'évoquer aussi parce qu'on a parlé de sexisme et de lutte contre l'homophobie. Lorsqu'il y a des allusions au fait que le PDG de la SNCF pourrait être homosexuel, c'est clairement estimé comme illégitime. Ça n'a rien à voir avec le combat syndical. Et au niveau local, il y a des critiques sur des militants qui pourraient être sur des conflits personnels, en haussant le ton face à des cadres, alors qu'il faut travailler ça dans un cadre collectif. Donc il y a une dépersonnalisation pour travailler sur un cadre de rapport de force collectif. Donc il y a un travail également donc, de politisation, dans le sens où on met l'accent sur le fait qu'on n'est pas là simplement pour se retrouver entre amis, entre collègues, en dehors du boulot, pour échapper à l'emprise du travail. Donc c'est ce qui intervient très très souvent comme mot d'ordre et qu'on le retrouve partout, parce qu'en fait c'est un mot d'ordre qui se diffuse dans les différents syndicats, c'est la phrase « on n'est pas une amicale de pêcheurs à la ligne ». Donc ce que dit très souvent le secrétaire du syndicat, et en fait ce que dit très souvent le secrétaire de la fédération, ça veut dire on n'est pas là simplement pour se faire plaisir entre amis, mais on est là sur des valeurs politiques, sur une éthique militante. Et donc ça veut dire qu'on est là sur un travail de généralisation des problèmes. Il n'y a pas que des problèmes de l'atelier. En fait, ce sont des problèmes généraux de la SNCF. Et on n'est pas là que pour se retrouver dans un entre-soi amical. Mais on est là pour faire un travail militant. Et ça veut dire aussi, donc c'est utilisé, on n'est pas une amicale de pêcheurs à la ligne, c'est quand on va faire des rappels à l'ordre sur les délégués du personnel, sur les représentants syndicaux qui ne font pas leur travail, dans le sens où ils individualisent trop leurs fonctions, ils ne rendent pas de compte de leur mandat, donc soit ils ne vont pas aux réunions, soit ils vont aux réunions mais ils ne font pas de compte rendu collectif. Donc il y a des rappels à l'ordre qui se font dans le sens, même si on est amis, il faut qu'on se dise les choses clairement. On est là en tant que représentant des syndiqués et des salariés, donc on a un travail collectif à faire, et c'est toute la différence qu'ils estiment avoir par rapport à l'autre syndicat qui est fort lorsque je suis sur le terrain, donc qui est l'UNSA, qui est surtout fort chez les cadres, mais qui est aussi fort chez les ouvriers, où on est plutôt sur, selon eux, et c'est en partie vrai, sur des questions de groupes amicaux. Donc c'est des réseaux amicaux qui se sont faits autour d'un militant ouvrier dans sa salle, il a accès à ses amis, mais en fait il est toujours en décalage avec la direction de son syndicat. Il récupère des voix parce qu'on vote pour lui, et en même temps ce qu'il défend comme position, ce n'est pas les positions de l'UNSA. Et donc là, pour eux, c'est l'image de l'amical. Il n'est pas vraiment dans son syndicat, il ne fait pas du syndicalisme, et ça repose que sur des liens amicaux. Et donc là, ils mettent l'accent sur le fait qu'on est là pour faire, ils disent, de la politique, donc c'est le mot qui est utilisé, au sens syndical. Donc souvent, on est là pour faire de la politique au sens syndical ou faire du syndicalisme. Donc c'est pas la politique, on verra à la fin, il y a très peu d'affiliation partisane, mais c'est dans le sens, on est là sur un travail de politisation et de généralisation des problèmes locaux. Dire aussi que le contexte est beaucoup plus difficile aujourd'hui
qu'auparavant. Donc on pourrait imaginer qu'à la SNCF, c'est beaucoup plus simple de militer, que l'on risque peu de choses, alors qu'en fait, on a l'application de techniques de management que l'on a aussi dans le privé, et donc une fragilisation très forte des réseaux syndicaux, un management qui contraint beaucoup plus fortement l'activité syndicale et qui explique aussi pourquoi les jeunes vont adhérer plus tardivement. Ces 10 années avant, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus coûteux. C'est plus coûteux, notamment parce que l'avancement, donc la promotion, se fait de moins en moins à l'ancienneté. Donc auparavant, il y avait surtout un avancement à l'ancienneté. Aujourd'hui, c'est plutôt 50% au choix, 50% à l'ancienneté. Au choix, ça veut dire au choix du contremaître. En fait, c'est la hiérarchie de proximité qui va évaluer le travailleur. Or, donc ces dirigeants de proximité, en général, ils sont à l'UNSA. Et donc, il va avoir tendance à pas spécialement bien noter un jeune ouvrier qui serait adhérent de la CGT. Donc, il y a une discrimination syndicale claire que j'observe clairement sur place, notamment à l'égard du nouveau secrétaire du syndicat. Donc, comme par hasard, quand on arrive à son tour pour le passage, pour la promotion à l'ancienneté, lui en passe son tour pour aller directement. Donc il y a les deux premiers qui passent à l'ancienneté, vous en avez deux après au choix. Donc on passe directement à la personne qui est en dessous pour attendre l'année prochaine pour que lui puisse passer à l'ancienneté. C'est-à-dire que ce travail autour de l'inégalité des rémunérations, des primes individuelles, des promotions qui se font de manière plus arbitraire, ça fragilise directement l'engagement syndical. Et en gros, donc ça, c'est une étude qui l'indique clairement, il y a une discrimination salariale forte puisque à poste équivalent, aujourd'hui, on estime qu'il y a en gros 10% de rémunération plus faible pour un travailleur syndiqué. C'est 10% pour tous les syndicats dans leur étude. Donc si on mettait que CGT et Solidaire, je pense qu'on est à plus que 10%. Puisque là, dans ce cadre-là, et comme dans beaucoup de cadres, être membre de l'UNSA, c'est pas ce qui pénalise. Donc c'est beaucoup plus difficile, et c'est pour ça que moi, ce que je mets en avant, c'est le fait que si les générations ouvrières aujourd'hui militent peut-être moins et plus difficilement et pas tout de suite, c'est pas parce qu'elles seraient biologiquement plus individualistes, c'est parce qu'il y a tout un ensemble de processus, à l'école d'abord et surtout dans l'entreprise, qui favorisent ces comportements individualistes, dans le sens où tout ce qui était solidarité d'atelier est fragilisé. Il y a une stratégie de division dans la gestion de la main-d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'il y a des comportements qui sont moins ancrés dans des valeurs de solidarité, qu'il faut attendre plus longtemps pour que ces militants rejoignent le syndicat. Et c'est notamment fort à la SNCF, donc depuis le grand conflit de l'hiver 95, où là il y a une stratégie de formation anti-syndicale pour les cadres. Et donc tout un travail, donc là c'est vraiment clair dans l'atelier, donc c'est un atelier qui est divisé en différentes salles. Avant on pouvait circuler relativement facilement pour distribuer différents tracts. C'était beaucoup plus libre, alors que là il y a vraiment une surveillance beaucoup plus accrue et une répression plus forte et plus assumée. Donc je vais évoquer un dernier point. Donc je vais juste dire un mot sur ce que je ne développe pas là à l'oral, mais peut-être qu'on pourra y revenir, et c'est très présent dans l'ouvrage, c'est toute la réflexion sur ceux qui deviennent permanents, puisque moi ce qui m'a intéressé, ça a été de suivre des militants ouvriers qui deviennent permanents, et donc c'est notamment Philippe, le secrétaire du syndicat, lorsque j'arrive sur le terrain. Et donc c'est tout un travail pour déconstruire les images négatives et fausses que l'on a sur les dirigeants ouvriers et sur les permanents syndicaux, puisqu'on a l'image donc de la bureaucratie syndicale qui serait hors sol. Donc c'est tout un ensemble d'essais, de pamphlets contre la syndicratie.
en montrant donc qu'il y aurait des militants qui auraient des stratégies individualistes conscientes pour se couper du travail ouvrier. Moi, ce que je montre clairement, c'est que cette vision-là, elle est toujours concentrée que sur les confédérations, en fait, que sur les dirigeants nationaux, que sur quelques cas. Et dès que l'on travaille sur les trajectoires militantes, on voit que c'est beaucoup plus complexe, puisqu'en général, lorsqu'on adhère à un syndicat, on ne sait même pas ce que c'est que d'être permanent. Il n'y a aucune connaissance sur ce que l'on peut devenir spécialement ensuite, que c'est un processus long. Donc en gros, on entre dans l'entreprise, 10 ans après, on adhère au syndicat, pendant 10 ans, on prend progressivement des responsabilités, et ceux qui deviennent permanents, c'est au bout encore de 10 ans. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas pour Philippe, mais c'est pour le cas de la plupart des dirigeants de la fédération des cheminots, c'est autour de 40 ans qu'ils deviennent permanents. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont coupés du monde ouvrier, parce que toute leur trajectoire est inscrite dans ce monde-là. Et on sait en sociologie que les 20 premières années de l'existence sont vraiment déterminantes pour les représentations, pour les pratiques. Et ils sont complètement insérés dans ce monde-là, puisque c'est vraiment en fin de carrière, ou en milieu de carrière, qui progressivement ils se détachent du travail ouvrier pour pouvoir faire un autre travail, qui est un travail de militant professionnel. Ils quittent le travail ouvrier, mais pour moi, ils ne quittent pas la condition ouvrière, puisqu'ils sont complètement inscrits dans ce monde-là, par le fait qu'ils habitent sur place, que leur famille appartient à ces milieux, et surtout parce que leur légitimité, elle se base surtout sur leur capacité à rester en contact avec ceux qui sont au travail. C'est qu'une partie de leur légitimité, c'est être bon dans les réunions avec la boîte, avoir des compétences, être en gros un intellectuel de l'organisation. Ils deviennent intellectuels, ils écrivent, ils lisent, ça devient des militants professionnels. Mais l'autre légitimité, c'est être capable, comme je l'ai vu sur le terrain, d'être là lors des mouvements de grève, lors des formations syndicales, et d'être toujours à l'aise avec les ouvriers qui restent à travailler à l'atelier et qu'ils connaissent en fait très bien, puisqu'en fait ils sont issus de ce monde-là. Donc après, vous pouvez avoir quelques cas de cadres nationaux qui sont sélectionnés plus tôt dans certaines entreprises et qui se coupent plus facilement du monde ouvrier original, mais c'est toujours que quelques cas qui se créent dans un rapport de force qui se joue à l'échelon national, européen, où les syndicats ont besoin d'avoir des professionnels du militantisme face aux professionnels qui sont en face, mais il serait illusoire de penser qu'il y aurait que ce type de trajectoire, et la plupart des militants, et notamment ceux qui sont militants dans les entreprises, ne sont détachés que partiellement de leur travail, et lorsqu'ils le sont, c'est pas à 20 ans, contrairement aux permanents politiques, dont je reviendrai à la fin sur ça, où là on est sur des cas de permanents complètement différents, qui sortent du système scolaire pour devenir permanents politiques, donc pour travailler pour les élus ou pour les dirigeants politiques, qui eux quittent ou n'ont jamais même connu le monde du travail classique. Donc j'en viens à mon dernier point, donc là c'était une allusion mais que j'ai un peu développé, c'est la question de l'engagement dans l'espace local. Donc sur la question de ce que fait le passage par le syndicat pour ces ouvriers dans l'espace local. Puisque la question, donc moi qui m'intéresse dans l'ensemble de mes recherches, c'est la question de la marginalisation politique des classes populaires et de leur capacité à contester leur domination politique. Puisque, très clairement, leur domination politique s'est renforcée. Puisqu'ils ne sont plus représentés, ils sont exclus de la vie politique plus fortement aujourd'hui que par le passé. Donc là, je dis ouvrier, donc au sens classique si on veut, donc il faut se souvenir que c'est quand même 22% de la population active, et donc plutôt, aujourd'hui on parle de plus en plus de classes populaires, où on est à plus de 50%, puisque souvent les ouvriers en fait, sont employés dans les services, donc on est sur plus de 50% de la population qui n'est pas présente dans les instances de pouvoir. Donc bien sûr à l'Assemblée nationale, bien sûr dans les grandes municipalités, mais en général, ni dans les partis, ni donc dans les instances de la représentation politique. Il y a une marginalisation politique très forte qui s'est renforcée. C'est une exclusion, une ségrégation politique et surtout une auto-exclusion, puisque le processus le plus important, c'est une auto-exclusion. On ne se sent pas compétent, on ne se sent pas apte, on se disqualifie soi-même en tant qu'ouvrier. Donc ça, c'est tout un ensemble de processus sociaux qui font intérioriser le fait qu'en tant qu'ouvrier, on n'a pas sa place dans ces instances-là, et que dans les autres, les classes supérieures prennent toute la place. Souvent en le voulant clairement, mais des fois,
c'est très naturel. Ce sont, notamment dans ces petites municipalités, les cadres et les enseignants qui vont dominer les municipalités, les différentes associations. Donc cette auto-exclusion et cette ségrégation politique, elle est très forte dans les grandes agglomérations, ou dans les municipalités des grandes agglomérations, vous n'avez quasiment plus d'ouvriers et d'employés. Donc vous en avez à l'Assemblée nationale, je crois qu'il reste un député d'origine ouvrière mais qui n'a pas vraiment travaillé en plus comme ouvrier. Donc il y a toute une part de la population qui n'est plus représentée. Or, à mon sens, le syndicalisme, c'est un des rares vecteurs qui permet une mobilisation et une lutte contre cette marginalisation politique. Cette marginalisation politique, elle s'opère partout, y compris dans ces municipalités des territoires ruraux. Donc, comme on l'a vu au début, on est dans des bourgs ruraux très ouvriers. Donc là, en gros, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 65% de la population qui appartient aux classes populaires. Vous n'avez quasiment pas de classe supérieure dans ce bourg, mais comme par hasard, donc c'est pas un hasard, ils sont à la tête de la municipalité. Donc c'est l'habitant le plus diplômé de la commune qui est maire de cette commune. Donc il y a tout un processus qui fait que les plus diplômés mettent de côté, souvent sans le vouloir, les ouvriers, même dans les espaces où ils sont surreprésentés. Or là, le passage par le syndicat, c'est un des rares vecteurs dans ce type de territoire où ça permet, pour des salariés, d'acquérir une confiance en soi, donc des ressources collectives, et donc ça leur permet de lutter contre leur marginalisation. Ça leur permet de déployer de nouvelles pratiques dans la vie locale. Ce que j'observe dans le syndicat, donc ce que je vous ai évoqué sur le savoir-faire qui a appris, la question de l'amicale de pêcheurs à la ligne que l'on refuse, on se politise. Les ressources acquises lors de cette politisation, elles sont utilisées dans l'espace local. Donc c'est notamment le cas que j'évoque d'un cheminot qui se retrouve président de son comité de parents et d'élèves. Donc ça peut paraître anecdotique, mais c'est important, puisqu'en général, les associations de parents et d'élèves, elles sont animées par les enseignants ou par des femmes qui sont plutôt issues des classes moyennes ou des classes supérieures. Or là, on a un ouvrier qui travaille sur les voies et qui se retrouve président du comité de la FCPE, et surtout qu'il y a un travail de politisation à la FCPE, parce qu'il va dire, en fait, c'est comme au syndicat, on n'est pas là juste pour faire la kermesse, on n'est pas un comité des fêtes, on est là aussi pour travailler sur les questions de lutte contre la fermeture des classes. Donc il va avoir un travail de politisation qu'il a acquis à la CGT, qui rejaillit dans son travail associatif, et surtout il a acquis une confiance en soi pour pouvoir s'opposer au directeur de l'établissement scolaire et s'imposer face aux enseignants pour pouvoir animer ce comité. C'est-à-dire que les ouvriers, dans leur établissement, lorsqu'ils apprennent à tenir tête à leur contremaître, à leur patron, ou alors de parler à s'opposer à eux, ils acquièrent aussi une confiance en eux, des ressources pour parler aux médecins, s'opposer au maire, au directeur de l'école. Donc c'est tout un savoir-faire qui permet de contrer la honte sociale qui paralyse souvent les ouvriers et qui a un frein à leur engagement politique. Et donc, c'est fort dans le milieu associatif, et ça permet aussi une intrusion. Donc, c'est qu'une intrusion dans le monde politique, et donc notamment au niveau municipal, puisqu'on voit que les listes municipales où il y a quelques ouvriers, en général, ces ouvriers, au fait, viennent du syndicalisme. Donc ça, c'est vraiment un processus très, très général partout en France. Donc là, dans ce bourg, donc je vous l'ai dit, le maire est l'habitant le plus diplômé de la commune, dans le sens où c'est quelqu'un qui a fait un Sciences Po de province, qui est ensuite passé par le collège européen de Bruges en Belgique, donc qui forme les hauts fonctionnaires européens. Et ensuite, il devient permanent politique, donc puisqu'il est tout de suite collaborateur d'un député. Donc c'est le cas classique de permanent politique qui n'est pas passé par le monde du travail, mais qui est diplômé, c'est le plus diplômé de la commune, et sûrement, s'il n'était pas maire, il n'habiterait plus sur place. Le fait qu'il soit maire fait qu'il est toujours sur place. Il s'entoure, donc c'est un maire de gauche, municipalité union de la gauche,
centre-gauche. Ils s'entourent comme adjoints de cadres et d'agents de maîtrise. Donc là, c'est aussi très, très classique. Donc ça, je l'observe dans l'ensemble de mes recherches. C'est qu'en gros, les dominants dans les entreprises vont se retrouver dominants dans la municipalité. Donc là, vous avez de manière très, très classique les cadres et agents de maîtrise, du moins ceux qui sont investis sur place, puisqu'il y en a de moins en moins. Donc là, on est plutôt sur les cadres intermédiaires aujourd'hui. Ce sont eux qui vont se retrouver comme adjoints. Donc ils sont entourés de cadres de la métallurgie, de professions libérales, de cadres de la SNCF. Et vous avez un seul aujourd'hui adjoint qui est d'origine ouvrière. Et c'est pas un hasard, c'est l'ancien secrétaire du syndicat CGT de l'atelier. Donc c'était celui qui dirigeait le syndicat avant que j'arrive sur le terrain. Donc c'est quelqu'un qui est diplômé du certificat d'études primaires, et c'est tout. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Donc c'est le moins diplômé de tous les adjoints. Il est marié à quelqu'un qui était ouvrière dans l'usine de textile de la commune et qui est devenue femme de ménage depuis la fermeture de la commune. Et très clairement, il a acquis des ressources collectives dans l'engagement syndical qui lui donnent l'envie de défendre des idées aussi au niveau de la municipalité, puisqu'il voit que ce qui se passe pour la politique du ferroviaire, c'est lié aussi à des questions de politique, d'aménagement du territoire. Et donc ça le pousse à faire de la politique et à se présenter aussi sur une liste. Donc au départ, c'était une liste d'opposition à un ancien maire, et donc sur cette liste d'union de la gauche. Donc le syndicat lui donne des ressources. Donc pour moi, en tant que sociologue, c'est très important de voir qu'un ouvrier se retrouve quand même adjoint. Ça devrait être normal, puisqu'au fait, ils sont largement majoritaires dans la commune, mais ils sont complètement minoritaires dans cet entre-soi bourgeois ou petit bourgeois qu'est le conseil municipal. Mais ce n'est pas qu'une question de représentativité sociologique. Ce qui est important, c'est qu'au fait, c'est le seul qui est proche du front de gauche. Donc c'est un ancien militant du Parti communiste, mais qui n'est plus au Parti communiste. C'est que derrière, ça va avec des valeurs politiques. Puisque en tant qu'ouvrier, du fait de sa trajectoire sociale d'abord et syndicale ensuite, tout naturellement, il va avoir des positions politiques plus radicales que les autres, puisqu'il a tout simplement envie que la situation change plus fortement que les cadres et les agents de maîtrise. C'est pour ça que la question de la représentativité sociale, elle n'est pas secondaire, de savoir qui parle et qui fait de la politique. Toute sa trajectoire fait que, pour lui, il faut que l'ordre des choses dans l'entreprise change plus. Il a une connaissance intime de la domination au travail et de l'injustice. Et c'est pour ça c'est celui qui est le plus à gauche dans cette municipalité, même si aujourd'hui, il n'est plus membre du Parti communiste. Donc on voit qu'il y a une certaine opposition de classe que l'on retrouve dans l'espace professionnel. Donc ouvrier, donc lui ouvrier de la CGT, alors qu'il y a des cadres de l'UNSA, opposition de classe dans l'atelier, qui est une opposition syndicale, CGT-UNSA. Donc là, l'UNSA, c'est le syndicat cadre, si on veut, qui, en fait, il prolonge le syndicat cadre de la SNCF, qui est aussi une opposition municipale, parce que, comme par hasard, lui, donc, il va être plutôt du Parti communiste, et les autres soit du Parti socialiste ou du Parti radical de gauche. Donc on a deux strates, qui sont des strates sociales, qui sont aussi des strates politiques, et auparavant, il y avait une autre strate qui était la strate des dirigeants de l'établissement, qui était la strate bourgeoise et qui dirigeait les municipalités de gauche dans cette municipalité. Donc avant, généralement, le directeur de l'établissement était allié avec le propriétaire de l'hôtel-restaurant de la commune, avec un gros agriculteur, avec des cadres dirigeants. Donc il y avait une strate clairement droite, haute bourgeoisie, local, donc c'est toujours relatif, c'est des bourgeois, peu bourgeois par rapport à une scène très urbaine, mais en fait c'est les dominants locaux, une strate intermédiaire, plutôt centre-gauche, et une strate ouvrière, plutôt de parti communiste. Donc là on voit tout l'intérêt, c'est pour ça que j'ai appelé le livre aussi Le Bourg et l'Atelier, c'est que ce qui se joue dans l'atelier, ce sont des rapports de classe que l'on retrouve aussi au niveau local. Et donc, voilà, finir sur l'idée que cette matrice syndicale, elle permet l'engagement de ces ouvriers et aussi donc une intrusion dans le monde politique qui est, y compris à gauche,
plutôt dominé par la petite bourgeoisie culturelle, donc plutôt le monde enseignant, qui est très représenté dans les organisations de gauche, alors que ces figures ouvrières deviennent secondaires. Donc là, j'en viens au dernier point, qui est la question de la perte d'ancrage de la gauche dans les milieux populaires. Et à mon avis, on a là une forte explication, c'est que dans les partis de gauche, et notamment de la gauche radicale, ces profils ouvriers et militants sont de moins en moins présents. Là, dans l'atelier, à part le retraité, maintenant, les militants de la CGT ne sont plus membres du Parti des communistes français. C'est-à-dire que leur trajectoire sociale et militante est trop différente du monde politique tel qu'il est au sein du Parti communiste. C'est-à-dire qu'au sein de l'organisation qui était avant leur débouché politique naturel, il y a un mode de fonctionnement où ils ne se retrouvent plus. C'est qu'en général, ils votent toujours Front de gauche ou Parti communiste, sauf qu'ils ont arrêté de militer, ou pour les nouveaux, ils n'ont pas adhéré. Puisqu'à la CGT, ils apprennent à parler au nom du collectif, à mettre l'accent sur les ressources collectives, à essayer de contrôler les rapports de domination qui se rejouent, et notamment les rapports de domination liés au capital scolaire, à apprendre que, qu'on soit dans l'atelier de ce bourg ou dans l'atelier d'un autre bourg, on est sur des positions communes, puisque ce qui fait la force, c'est d'être sur des positions communes qui sont liées à des politiques nationales et générales. Or, au Parti communiste, on est de plus en plus sur des réunions où ce qui repose, ce sont les compétences individuelles, donc des rapports de force individuels, notamment dans la prise de parole, l'absence de lignes claires. Donc là, pour eux, ce qui a été important, c'est notamment au municipal de 2008, où il y a eu beaucoup de conflits dans le département par rapport aux alliances municipales, et ils se retrouvent avec une alliance du Parti communiste avec donc le PS et le MoDem, parce que les élus sont en position de force pour défendre cette stratégie-là, qui n'est pas la même dans le département d'à côté. Donc pour eux, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que la culture d'organisation qu'ils ont à la CGT, qui ressemble à une culture d'organisation qu'avait le Parti communiste avant, ils ne le retrouvent plus au Parti communiste. Et au Parti communiste, vous avez une concentration des militants autour plutôt donc, des classes moyennes et des classes supérieures, de ceux qui ont beaucoup de capital scolaire, donc essentiellement enseignants et cadres de la fonction publique et territoriale, et une concentration sur les grandes villes et sur le monde des collectivités territoriales. Donc ça, c'est plutôt ce que j'évoque dans le communisme désarmé, donc dans l'ouvrage précédent sur l'évolution du Parti communiste français et le déclin de son ancrage dans les milieux populaires, c'est que depuis les années 90, il y a eu une valorisation d'un type de militant qui est plutôt un militant qui est issu de la gestion des collectivités territoriales, soit un élu, soit un collaborateur d'élu, passé par l'université, donc c'est une formation en communication politique, en gestion des collectivités locales. Donc un recentrement sur des professionnels de la gestion politique locale, parce que maintenir les municipalités devient important pour maintenir l'appareil. Le problème, c'est que les permanents de l'appareil, de plus en plus, ce ne sont plus des permanents d'origine ouvrière, mais des permanents qui sont rétribués effectivement par leur mandat d'élus. Et donc vous avez un recentrement du parti sur un des segments qui a toujours existé depuis 1920, mais qui était un des segments du monde communiste, qui était celui des élus et de leurs collaborateurs. Mais à côté, il y avait les militants associatifs dans les organisations de masse, les militants ouvriers à la CGT, et surtout au centre, des cadres d'appareil, donc ce qu'on appelait les permanents politiques, qui étaient quasiment toujours, donc à 80%, des militants ouvriers qui avaient commencé à militer à la CGT, qui avaient une trajectoire que l'on retrouve là avec mes enquêtés, et qui devenaient permanents du Parti du communiste. En général, quand on était enseignant, on ne devenait jamais permanent, on dirigeait très rarement les fédérations. Et donc il y avait toujours un travail de contrôle par les cadres de l'appareil des différents types d'engagement, engagement syndical ou engagement électif. Or, aujourd'hui, vous avez un des segments qui est dominant et qui, en plus, différencie socialement des autres segments. C'est-à-dire que les militants ouvriers, ils vont être à la CGT, des milieux plutôt modestes se mobilisent au sein du Secours populaire français, sans qu'il y ait un rattachement à la question communiste, puisque beaucoup ne savent plus qu'ils sont dans une organisation du communisme, puisqu'il n'y a plus ce travail
d'homogénéisation, de politisation des engagements par ces cadres de l'appareil. Donc il y a eu un déplacement qui, pour moi, donc c'était ce que je défendais dans le livre précédent sur le Parti communiste français. Il n'est pas naturel, puisqu'au fait, les ouvriers n'ont pas disparu. On pourrait dire, oui, si les ouvriers disparaissent, c'est normal qu'il y ait un recentrement sur ce monde des collectivités territoriales et sur une petite bourgeoisie culturelle ou sur les cadres de la fonction publique territoriale. Mais non, les ouvriers existent toujours, et en plus, les militants ouvriers aussi, puisque le profil classique du militant ouvrier, il y en a effectivement moins, c'est plus difficile, mais ces militants ouvriers classiques, ils existent encore. Sauf qu'ils n'ont plus de débouchés politiques dans les organisations de la gauche radicale, puisqu'il y a une valorisation d'un autre type de profil. Et pour terminer, donc on peut faire juste pour dire qu'ils existent toujours et que donc cette coupure vis-à-vis des classes populaires, il n'est pas si naturel que ça. Il suffit de faire une comparaison CGTPC pour la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est intéressant puisque ce que je montre dans l'ouvrage d'avant, c'est que le groupe des cadres de la fonction publique territoriale devient dominant. Dans l'ensemble des fédérations du Parti communiste français, on retrouve au fait des cadres de la fonction publique territoriale, souvent d'origine modeste, qui ont une promotion par l'entrée dans la fonction publique ou parapublique, mais qui, par la force des choses, du fait de leur métier, se coupent des milieux populaires. Et donc ce groupe est important. Souvent, ce sont des collaborateurs d'élus communistes d'une autre municipalité, et eux, ils animent le Parti communiste dans une autre municipalité. Ils sont dominants, alors que dans la CGT est très forte aussi dans la fonction publique territoriale. C'est un des points de force. Sauf que comme elle épouse, comme je vous l'ai dit, elle essaye d'épouser la configuration du salariat, comme dans la fonction publique territoriale, 80% de la fonction publique territoriale, c'est des catégories C, donc c'est ouvriers ou employés. Vous avez des militants de la CGT qui se recrutent essentiellement dans les catégories C, qui sont l'extrême majorité, alors que vous avez des dirigeants communistes qui se recrutent du côté des catégories A. Donc vous avez une distinction sociale de plus en plus importante et que j'avais étudié notamment dans l'ouvrage précédent à travers les conflits sociaux que l'on peut trouver dans les municipalités. Vous pouvez avoir à partir des années 80 des grèves et des conflits sociaux d'ouvriers communaux de la CGT et du Parti communiste, parce qu'au moment-là, ils étaient encore, dans les années 80 et 90, encore membres du Parti communiste, qui se trouvent en opposition sur des conflits catégoriels sociaux avec des élus communistes qui sont proches des cadres qui sont dans ces municipalités. Donc vous avez une distinction qui se fait de plus en plus forte entre des militants ouvriers de la CGT d'un côté et des dirigeants du Parti communiste qui sont de plus en plus proches socialement et politiquement de ce que défendent les cadres de ces municipalités. Donc voilà, parce que ce qui m'intéresse derrière, c'est la question du lien avec le politique. Et on voit que même lorsqu'il n'y a pas de question directe avec le monde partisan, il y a une politisation très forte qui débouche aussi sur des valeurs politiques. Et donc là, ça débouche plus sur des valeurs politiques d'engagement au sein d'organisations politiques, mais par contre, ça politise dans un sens de gauche très clair. Et donc là, pour terminer, on peut juste en revenir au Front National pour dire clairement que le passage par la CGT, là en l'occurrence, ça crée un véritable frein au développement de la sympathie pour le Front National, puisque toutes les valeurs qui sont défendues au quotidien sont des valeurs qui vont à l'inverse des valeurs défendues par le Front National, et que le Front National, lui, dans ces territoires-là, il se développe plutôt sur le désengagement. C'est lorsque les entreprises ferment, lorsqu'il n'y a pas de syndicats, que le Front National est fort. Et lorsqu'il y a encore des entreprises structurées, et surtout des entreprises avec des traditions syndicales, comme dans ce type d'établissement industriel, le Front National est faible. Donc c'est important de contrer l'image commune sur les ouvriers ruraux qui seraient automatiquement Front National et individualistes. Il y a clairement des vecteurs qui s'opposent à la diffusion de cette sympathie pour le Front National, et ça repose sur de l'organisation. On y reviendra sûrement dans la discussion, mais le Front National dans ce bourg est très fort, comme dans l'ensemble de ces bourgs, sauf qu'il est absent. Il ne peut pas se présenter aux élections municipales parce qu'il n'y a pas de militants locaux. Et le soir des élections, lors des bureaux de vote, tout le monde est surpris. Puisqu'au fait, ceux qui sont dans les bureaux de vote, militants, élus,
des citoyens qui sont relativement engagés pour venir tenir le bureau de vote et faire le dépouillement sont décalés par rapport à ça. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les milieux associatifs et dans le monde syndicaux sont des ouvriers qui sont plutôt rétifs au vote Front National. Et ceux qui votent Front National, soit on est sur les artisans et commerçants classiques, ou soit on est sur des ouvriers plutôt dans des petites unités artisanales. Surtout, souvent, ce sont des indépendants et qui sont très éloignés du monde syndical. Et d'un point de vue statistique, c'est clair, sauf pour Force ouvrière, qui est un syndicat particulier par rapport à ça. Plus on est proche d'un syndicat, plus on est éloigné du Front National par rapport aux salariés classiques.